Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de ma petite Fifi. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, le sujet de l'ocytocine intranasale et notamment d'une étude qui a été publiée en 2024, donc l'année dernière, euh, et qui m'a un petit peu énervé parce que sa manière de faire pose tous les problèmes qu'on rencontre en sciences et notamment dans le domaine biomédical et qui sont flagrants et qui pourtant amènent les études à être publiées. Mais avant ça, il faut déjà dire c'est quoi l'ocytocine intranasale, pourquoi on l'utilise, quels en sont les effets. Donc l'ocytocine intranasale, tout bêtement, c'est on va prendre des participants et on va leur injecter dans le nez un petit produit comme les médicaments qu'on donne pour décongestionner, c'est exactement le même type de produit. Et à la moitié des participants, souvent, on va leur donner de l'eau, et l'autre moitié des participants, on va leur donner de l'eau dans laquelle il y a de l'ocytocine. Et donc, pourquoi on a commencé à faire de l'ocytocine intranasale, des études comme ça où on injectait de l'ocytocine dans le pif? Eh bien, en fait, en 1988, il y a une étude qui semblait indiquer que peut-être que l'ocytocine modulait les comportements socio-cognitifs. Et il se trouve que cette étude a été répliquée des centaines et des centaines de fois depuis 1988. Et donc, ça nous indiquerait que quand on donne de l'ocytocine, ça permet de calmer certains comportements répétitifs, ça permet d'améliorer les comportements sociaux, etc. Et donc, on a commencé à se dire que peut-être que ça permettait de guérir des troubles psychiatriques ou psychologiques qui sont impactés par des problèmes comportementaux et des problèmes cognitifs. Évidemment, on pense à l'autisme, on pense à la schizophrénie, on pense aux troubles de stress post-traumatique, etc., etc. Et les chercheurs, évidemment, ils sont pas clairs sur l'administration. Est-ce qu'il faut le donner une fois? Est-ce qu'il faut le donner de manière répétée? Mais alors, combien de répétitions? Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Combien de fois par an? On ne sait pas. Et même au niveau de la dose, il n'y a rien qui est dit en fonction des seuils que l'on pourrait appliquer. Tout ça reste, même encore aujourd'hui, extrêmement flou. Et c'est en 2020 que Daniel Quintana fait une revue de littérature sur l'utilisation de cytosine intranasale, sur la dysrégulation comportementale et émotionnelle, pour savoir où on en est de l'utilisation de cytosine intranasale. Et la réponse de sa revue de littérature, elle est claire, elle est éloquente, c'est on ne peut rien dire sur le cytosine intranasale. Toutes les études sur le sujet depuis 1988 sont foireuses, toutes, pas une sans exception. On a Daniel a calculé qu'il y aurait 12% de chances de détecter un effet si l'effet existait dans les études qui sont publiées sur l'ocytocine intranasale, ce qui est largement inférieur au hasard, qui est de 50%, 12% uniquement. Donc, quand on fait une étude, même si l'effet existait, on a 12% de trouver cet effet. Et évidemment, toutes les études trouvent un effet. Donc, il y a un moment donné, il faut se poser la question de pourquoi toutes les études trouvent un effet, alors qu'ils ont quasiment aucune chance de mise de leur côté pour trouver cet effet. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que sur les 8 dernières années, donc 8 dernières années depuis 2012-2020, il n'y a eu aucune amélioration de la qualité des études, que ce soit au niveau méthodologique ou que ce soit au niveau du nombre de participants qui permettrait de détecter un effet. Il n'y a eu aucune amélioration malgré la crise de reproductibilité qui a pu avoir lieu en psychologie. Ça n'a pas du tout touché ce champ de recherche. Et enfin, ce qu'il nous dit, c'est que sur les 26 méta-analyses qui ont été produites sur le sujet depuis 1988, donc chaque méta-analyse traitait d'un sujet différent, ça pouvait être le stress post-traumatique, ça pouvait être la schizophrénie, ça pouvait être l'autisme, et même dans l'autisme, ça pouvait être tel type de comportement ou tel type de cognition, etc. Donc c'est des méta-analyses différentes. Aucune de ces 26 méta-analyses n'indique une preuve d'efficacité de l'ocytocine intranasale sur rien du tout. La conclusion de l'article de Daniel Quintana, c'est la suivante. La plupart des études sur l'ocytocine ne peuvent même pas détecter ou rejeter un large éventail de tailles d'effets. Ils ne peuvent rien en dire en fait. Les études qui sont faites, on dépense de l'argent et on sait pertinemment au moment où on dépense cet argent pour faire cette étude qu'on ne pourra rien en dire de ces études-là. Et en 2024, le même Daniel Quintana, mais cette fois avec beaucoup d'autres chercheurs, publie une méta-analyse sur l'utilisation de l'ocytocine intranasale pour l'autisme. Et ce qu'ils disent, c'est que effectivement, on trouve un effet significatif de l'ocytocine intranasale sur tous les comportements associés à l'autisme, donc les répétitions, etc. Sauf qu'il y a des biais de publication
partout. Tous les indicateurs de biais de publication sont au rouge. Et quand on essaie de corriger les tailles d'effets pour les biais de publication, tous les effets disparaissent. Là, c'est une preuve évidente que tous les effets que l'on trouve sur l'utilisation de l'ocytocine intranasale ne sont dus qu'à des biais de publication. Et donc c'est là où on arrive à notre étude dont je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'elle coche toutes les cases des biais de publication, tous les problèmes que l'on peut trouver dans les sciences psychologiques, biomédicales, tout ce que vous voulez. C'est toujours les mêmes problèmes que l'on retrouve et celle-là, elle coche absolument toutes les cases. Et donc cette étude, elle s'intéresse à l'utilisation de l'ocytocine intranasale pour réduire les troubles mentaux sévères en accompagnement d'une thérapie, mais uniquement après 4 semaines d'utilisation, uniquement chez les femmes et uniquement en utilisant une échelle de dépression et d'anxiété, pas les autres. Et ce uniquement, j'utilise à dessein. Uniquement, ça provient d'un article de Gelman qui provient d'un livre espagnol qui s'appelle le Garden of Forking Paths ou le jardin des chemins qui bifurquent. L'idée derrière cette métaphore, on va dire, c'est que, en fait, chaque chercheur, quand il va faire son étude, il va avoir des chemins à prendre. Donc il peut pouvoir dire, moi je voudrais regarder cette étude, les résultats d'efficacité de cette étude à 1 semaine, ou à 2 semaines, ou à 3 semaines, ou à 4 semaines. Et puis je voudrais regarder dans la population totale, ou alors que chez les jeunes, ou que chez les plus vieux, ou alors que chez les hommes, ou alors que chez les femmes, ou alors. Et en fait, chaque chemin va l'amener à une conclusion qui peut parfois être différente. Et ce qu'on observe, c'est que systématiquement, les chercheurs prennent le chemin qui leur permet de trouver un résultat significatif, en oubliant que tous les autres chemins qu'il aurait pu prendre amènera à des résultats non significatifs. Ça, c'est le principe du uniquement. Plutôt que d'aller dans lutter contre son biais de confirmation et de chercher toutes les raisons qui pourraient nous amener à penser que ça marche pas, ce qui est la méthode scientifique, ce que font les chercheurs généralement, et là on est dans une étude typique de ce cas-là, c'est on va chercher uniquement le chemin qui nous permet de trouver un résultat significatif. Et ça, comme le dit Deborah Mayo, si tu tortures suffisamment tes données, elles finiront par avouer. Si tu filtres suffisamment tes données d'une manière ou d'une autre, en rajoutant un certain nombre de filtres, tu trouveras toujours forcément à un moment des résultats significatifs. Ça ne veut pas dire que ta théorie est vraie, ça ne veut pas dire que tu as fait un bon travail de chercheur, ça veut juste dire que tu vas pouvoir publier parce qu'on ne publie que des résultats significatifs et que tu les as correctement torturés suffisamment. Et dans cette étude-là, les chercheurs ont utilisé 6 échelles différentes, des échelles de dépression, des échelles d'anxiété, des échelles de bien-être, etc., etc. 6 échelles différentes. Et on le voit bien dans cette étude-là, si on regarde le tableau 2, les chercheurs ont utilisé 6 échelles différentes à plusieurs semaines d'intervalle. Le seul résultat significatif provient d'une seule échelle sur les 6, une seule échelle, et uniquement au bout de 4 semaines. Et c'est pareil pour les résultats au niveau du genre. On observe que sur 12 résultats, il y en a 2 seuls qui sont significatifs. Sur 12 résultats, il y a 2 résultats significatifs, dont un a une valeur de 0,04, extrêmement proche du seuil de significativité. Et donc, c'est là où on observe que, oui, il y a un effet pour les femmes, mais pas un effet pour les hommes. Et donc, si on prend dans sa globalité, sur 24 tests faits par les chercheurs et rapportés dans les études, il y en a 3 qui sont significatifs. Alors que l'hypothèse des chercheurs, ça aurait été que tous les résultats seraient significatifs. Soit l'ocytocine intranasale, ça fonctionne chez tout le monde, soit ça fonctionne chez personne. Mais si on trouve uniquement 3 résultats sur les 24, c'est quand même pas des résultats robustes et pas des résultats qui nous amèneraient à dire ça fonctionne bien et il n'y a pas de problème. Et si on regarde les résultats des chercheurs, donc je vous ai traduit une partie de la discussion, ils nous disent, comme supposé, lorsqu'elle a été administrée 2 fois par jour pendant une période de 4 semaines, l'administration d'ocytocine intranasale était associée à une plus grande amélioration des mesures de la dépression et à une plus grande réduction de la détresse symptomatique telle que mesurée par le HCL11, HCLS11 chez les patientes femmes. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est comme supposé, on a pu prouver que en utilisant l'ocytocine d'une manière très particulière et uniquement chez les femmes, ça marche uniquement dans une seule mesure. C'est formidable, on a montré ce qu'on voulait démontrer. Et le problème, c'est que ce comme supposé, il est faux. Comme supposé, ça veut dire comme nous l'avions indiqué dans notre hypothèse. Et ce qui est intéressant dans le domaine biomédical, c'est que les hypothèses sont obligées d'être démontrées qu'on les avait fait avant l'étude. Dans le domaine biomédical, on est obligé de poser ces hypothèses avant de faire une étude et on est obligé de le faire sur un site
américain qui s'appelle clinicaltrials.gov, qui est donc un site sur lequel on va mettre ces hypothèses, on va expliquer comment on va récupérer nos participants, on va expliquer le nombre de participants qu'on souhaite avoir, etc., etc. Et ça, avant de faire l'étude. C'est obligatoire pour pouvoir publier et c'est une bonne chose. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement allé sur ce site de Clinical Trials pour voir ce qu'avaient dit les chercheurs avant d'avoir fait leurs études. Et voilà ce qu'ils disent sur Clinical Trials. Donc ils avaient 3 hypothèses de recherche à cette époque, qui sont toutes totalement différentes des hypothèses qui sont dans leur étude publiée. Première hypothèse, les patients recevant de l'ocytocine intranasale auront une diminution plus importante des symptômes d'anxiété et de dépression par rapport à un groupe contrôle par placebo. Notez qu'ici, on n'a pas de renseignements sur les tests qui vont être faits. Donc, est-ce que c'est des tests d'anxiété? Donc, l'échelle, en fait, hein, est-ce que c'est une échelle d'anxiété ou de dépression? Laquelle, en fait, ils en ont testé plusieurs et ils en ont rapporté qu'une, celle où il y a un résultat significatif. Mais dans l'hypothèse de recherche, ce n'est même pas précisé. Et surtout, ils disent les patients. Ils disent pas les patientes. Deuxième hypothèse, les patients recevant de l'ocytocine intranasale auront une augmentation plus rapide de la réponse à la thérapie pendant la psychothérapie par rapport à un groupe contrôle par placebo, ce qu'ils n'ont pas trouvé et qui a disparu de l'étude. Et enfin, cette pente sera différente entre les patients ayant un modèle d'attachement différent. Alors là, je ne me rappelle pas d'avoir lu ça dans l'article. Peut-être que ça fera partie d'un autre article. Et enfin, donc une hypothèse auxiliaire, les résultats se maintiendront après contrôle des caractéristiques démographiques, cliniques et de la personnalité. Donc aucun de ces résultats, aucune de ces hypothèses-là n'a quoi que ce soit à voir avec le genre. Donc il est faux de dire, comme supposé au début de la discussion, alors que le résultat est un résultat purement exploratoire qui n'a jamais été supposé par avance. Et donc c'est un cas typique de ce qu'on appelle le arcing, donc le fait de faire une hypothèse après avoir vu les résultats. Alors évidemment, on ne peut pas le prouver que c'est le cas, mais ce qu'on peut dire, c'est que le résultat ne correspond pas à leurs hypothèses et que ce qu'ils écrivent en discussion est faux. À mon avis, c'est du hacking, c'est une pratique de recherche qui ne devrait pas exister en science, et c'est dommage que les reviewers et l'éditeur ne soient pas allés sur le site du préenregistrement, ce qui ne prend pas beaucoup de temps à faire, pour le vérifier. Et enfin, je voulais conclure sur la puissance statistique parce que dans l'article de Daniel Quintana en 2020, il disait qu'en moyenne, pour pouvoir détecter un effet de l'ocytocine intranasale, il fallait entre 200 et 300 participants au total. Si on n'en a pas ce nombre-là, en fait, on a toutes les chances de ne pas détecter l'effet, même si l'effet existe. Alors pourquoi entre 200 et 300? En fonction de si on contrôle parfaitement l'étude, si on est plutôt dans un domaine exploratoire, on voudrait ouvrir sur différents types de symptômes, etc., on va avoir besoin de moins de participants ou de plus de participants, mais on sera toujours dans un minimum de 200 participants par condition. Et ici, il y avait, donc, dans cette étude de 2024, donc 4 ans après, il y avait 89 participants au total, pas 89 participants par condition, ce qui aurait été presque la moitié. C'est 89 participants au total, donc même pas un quart des participants nécessaires pour avoir une chance de détecter l'effet. Donc encore une fois, on est sur ce que Daniel Quintana disait en 2020, des études qui ne servent à rien parce que dès le début, on savait qu'ils ne permettraient pas de trouver des effets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé de voir l'envers du décor, de voir comment ça marche, ce type d'études. On va continuer à faire des vidéos où on va parler des études comme ça pour que vous puissiez avoir plusieurs exemples de manières de fonctionner de la science de cette manière-là. Et il y en a plein. J'ai parlé sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça d'études sur la vitamine D qui fonctionnent exactement de la même manière. Mais malheureusement, il faut continuer de dénoncer ce genre de pratique en espérant que ça change dans les prochaines années. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.